Franck Dubois et Antoine Sanchez, mais je vous laisse vous présenter. Oui, tu veux. Donc effectivement, on vous propose une présentation à double voix. Donc mon collègue Antoine Sanchez et moi-même Franck Dubois. Donc l'idée de cette présentation, c'est un sujet un peu particulier, hein, qui est moins connu que les sujets style cuve. Donc c'est ce qu'on appelle les études d'accident. Et donc l'idée, c'est que de mon côté, je vais vous parler des études d'accident d'une manière générale. Et mon collègue fera à chaque fois, sur chacune des thématiques que je vais développer, fera un focus sur un sujet d'intérêt qui est les piscines d'entreposage de combustible. Voilà. C'est pour ça que je mets déjà le cadre pour mettre l'ambiance. Donc je me disais, ce sujet-là manquait dans tout le débat. Voilà, tu comprends les appels si tu veux te déplacer. Donc voici le sommaire de notre présentation. On va tout d'abord vous présenter les enjeux associés aux études d'accident. Puis on va vous présenter les thèmes qui sont couverts par l'expertise côté IRSN et puis très rapidement le calendrier associé. Vis-à-vis des enjeux associés aux études d'accident, on peut les classer en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle l'évolution des connaissances depuis le dernier examen. Il faut prendre en compte l'évolution de ces connaissances. Mais depuis le dernier examen, il y a également, en fait, il peut y avoir des évolutions en termes de réglementation et de référentiel de sûreté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez près du micro? C'est ça? J'avais l'impression que c'était assez fort. Là, c'est mieux? Bon. Donc l'évolution des référentiels de sûreté. Donc ça, c'est la première typologie d'enjeux de sûreté. La deuxième typologie d'enjeux de sûreté, c'est ce qu'on appelle c'est la prise en compte des différentes modifications matérielles ou de conduite qui sont prévues lors de ce réexamen, notamment pour atteindre les différents objectifs qui ont été fixés pour ce réexamen. Et enfin, l'analyse à proprement parler des études d'accident. L'objectif premier de ces études d'accident, c'est de s'assurer qu'on respecte d'une part les exigences de sûreté et les critères de sûreté associés. C'est ça, in fine, l'objectif de ces études d'accident. Donc en fait, l'idée là, c'est qu'on va balayer sur les enjeux de sûreté ces 3 thématiques, ces 3 catégories d'enjeux. Vis-à-vis de la première catégorie d'enjeux, donc je rappelle l'évolution des connaissances et les référentiels de sûreté. Donc la première étape, c'est d'essayer de bien prendre en compte le retour d'expérience des différents réexamens précédents, donc notamment sur les autres paliers, donc le retour d'expérience. De prendre en compte, on en a parlé un tout petit peu ce matin, de prendre en compte aussi ce qu'on appelle des anomalies d'études, c'est-à-dire qu'il y a certaines études qui peuvent être affectées d'erreurs. Et bien sûr, il faut il faut les prendre en compte, analyser les conséquences et les corriger. Autrement, un autre enjeu pour cette catégorie, c'est de mieux prendre en compte l'état réel des réacteurs. Un exemple qui a été cité, c'est le colmatage DGV, par exemple. Enfin, sur la partie évolution réglementaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de référentiels qui ont évolué depuis le dernier examen. On peut citer par exemple le référentiel pour l'étude des brèches primaires qui a évolué depuis le dernier examen et qu'il faut prendre en compte. Sur les piscines, je laisse la parole à mon collègue. Oui, donc, et enfin, donc, sur la sûreté des piscines d'entreposage, donc une évolution pareil en termes de référentiel, et qu'on a fait un focus un peu plus particulier, donc on va développer ça dans le slide suivant. Ça concerne les pertes de refroidissement, les vidanges et aussi les accidents de manutention de combustible. Donc là, vis-à-vis de cette sûreté des piscines d'entreposage et de manière générale la sûreté dans le bâtiment combustible, l'évolution en fait, du référentiel de sûreté qui est visé donc, dans le cadre du RP4 1300, au-delà des améliorations de sûreté qui ont pu être déjà déployées ou qui sont en cours de déploiement
encore en déploiement, c'est réellement donc de rendre la fusion du combustible dans le bâtiment combustible extrêmement improbable avec un haut degré de confiance. Donc ça passe par un certain nombre de choses, mais donc c'est le même objectif que celui qui était visé pour les RP4 900. Donc on a une transposition d'un certain nombre de demandes qui ont pu être faites dans ce cadre-là. Donc ça va concerner donc les scénarios de perte de refroidissement et de vidange qui sont retenus pour le dimensionnement de l'EPR FA3, donc on va couvrir dans le cadre de ce réexamen de sûreté des réacteurs de 1300 MW. Les agrégations du référentiel de sûreté qui sont susceptibles de conduire à une perte totale de refroidissement de la piscine, donc que ce soit incendie, inondation, chute d'emballage, séisme ou autre, qui vont donc être inclus dans ce programme de travail général sur les études piscines. Et enfin, donc, couverture des niveaux d'aléas extrêmes définis donc, à la suite des évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima, notamment donc, pour les séismes dits noyaux durs et les inondations externes extrêmes. Un autre objectif, c'est de vérifier également, dans tous les cas, la capacité d'atteindre durablement un état sûr qui se caractérise par un niveau d'eau stabilisé en piscine et un refroidissement de l'eau en boucle fermée, avec arrêt de l'ébullition. Donc, l'objectif étant d'être en capacité de pouvoir refermer le bâtiment combustible, l'exutoire, j'y reviendrai juste après. Enfin, donc, arrêt de l'ébullition, oui, de la piscine, pour certains transitoires, pour certains accidents qui peuvent... oui, certains accidents. Là, on est bien dans les études d'accidents. Donc, c'est des pertes de refroidissement prolongées, ou des vidanges très importantes de la piscine. Et donc, on est dans ces situations-là. C'est bien de le préciser. Et donc, enfin, pour le focus plus particulier sur les scénarios en fait, transposés de l'EPR-FA3, donc l'objectif, c'est de les étudier avec une approche déterministe qui se rapproche de celle utilisée en vigueur pour la partie domaine de dimensionnement, donc pour la partie réacteur. Donc ça, dans le but d'identifier les dispositions supplémentaires et les exigences associées. Donc notamment, ça va derrière sur des modifications viser à chaque fois des redondances pour un certain nombre de dispositions. Voilà. C'est bon. On ne s'est pas encore bien coordonnés tous les deux, donc désolé. Donc je continue sur les enjeux de sûreté. Hein. Donc effectivement, là, faut le repréciser, on est dans le cadre des études d'accidents. Hein. Donc on essaye de réfléchir à tous les accidents, et je vais y revenir tout à l'heure, à tous les accidents qui peuvent se produire. Et donc en fait, on évalue les conséquences et on met en place, EDF met en place toutes les parades pour limiter les conséquences de ces accidents. Donc c'est vraiment le cadre de ces analyses. Donc je reviens en fait sur les enjeux de sûreté, et donc là on vient de passer la partie prise en compte de l'évolution des connaissances depuis le dernier examen et des référentiels qui ont pu bouger depuis le dernier examen. Donc là on est plutôt sur la partie les modifications. Il y a des modifications qui sont prévues sur le 1300. Et on a cité ici les modifications un petit peu emblématiques, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est un peu les modifications emblématiques qui peuvent avoir un impact sur les études d'accident. Il y en a la première que je vais aborder, qui est, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est l'intégration de nouveaux produits combustibles. Donc on retrouve le MOX qu'on a commencé à aborder tout à l'heure, et aussi ce qu'on appelle l'URE, donc uranium de retraitement enrichi. Et donc pour pouvoir en fin de compte exploiter ce type de combustible de la manière la plus sûre possible, il est nécessaire de faire des modifications. Et donc notamment vis-à-vis des problématiques, on a abordé aussi tout à l'heure un petit peu de ce qu'on appelle maîtrise de la réactivité. Et donc il est nécessaire de rajouter des grappes de commande en fait, dans le cœur, c'est ce qui est prévu, et d'augmenter aussi ce qu'on appelle le bord, c'est la concentration en bord dans le circuit primaire, donc qui est aussi un neutrophage en fait, qui permet finalement de gérer, de contrôler la réactivité au sein du cœur.
Donc ça, c'est la première typologie de modification. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est vis-à-vis de l'affluence de la cuve, donc le flux neutronique qui est envoyé vers la cuve. Donc il y a une modification qui est prévue, qui a été présentée tout à l'heure par mon collègue, qui est en fait la mise en place de grappes hafnium en périphérie du cœur. Donc ça a un effet en effet positif vis-à-vis de la cuve. Ça va permettre de diminuer le flux neutronique vu par la cuve, mais à contrario, ça a un impact en fait sur ce qu'on appelle la puissance au sein du cœur, et notamment la nappe de puissance au sein du cœur. Et typiquement, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on prenne en compte dans les études d'accident. Oui, je laisse la parole pour la piscine. Donc, comme précédemment, donc un dernier focus, bon, il y aura d'autres modifications, mais on a fait un focus sur les modifications nécessaires donc, à l'atteinte des objectifs visés donc, pour les piscines BR et BK. Donc tout d'abord, pour la gestion des accidents, on va avoir tout ce qui est disposition redondante d'isolement automatique des vidanges, c'est-à-dire s'il y a une rupture d'une tuyauterie qui est connectée à la piscine, sur les circuits connectés à la piscine, en fait, notamment au niveau des lignes d'aspiration, on a déjà des isolements automatiques qui sont mis en place. Là, l'objectif du réexamen, c'est de viser les mêmes objectifs un peu que côté bâtiment réacteur, et donc d'avoir une redondance, d'avoir deux systèmes d'isolement indépendants pour réaliser cet isolement de la vidange. Dans le même esprit, vis-à-vis des appoints, on avait déjà des appoints possibles à la piscine, donc après une vidange ou en cas de perte de refroidissement. Donc des appoints pour compenser l'ébullition de la piscine si on a perdu le refroidissement depuis un moment et qu'on a pas mal de puissance stockée dans la piscine, notamment par exemple après déchargement du cœur. C'est les moments où on a le moins d'inertie. Donc là, on va avoir ajout de l'appoint dit ultime, donc qui est déployé aussi dans le cadre des modifications post-Fukushima, donc avec source d'eau ultime et un circuit qui sera en fixe jusqu'à l'aspiration PTR pour pouvoir faire l'appoint par là, et qui permettra également donc, de pouvoir reprendre à terme le refroidissement de la piscine. Donc là, pour ça, en plus des possibles réparations si c'était nécessaire sur le système de refroidissement des piscines, donc PTR, il y a mise en place d'un dispositif diversifié dans le cadre des RP4, donc diversifié et mobile, qui sera amené par la FARM, pour reprendre le refroidissement des piscines, et donc ce qu'on appelle le PTR bis. Et enfin, donc une modification qui est également déjà identifiée, c'est de gérer la conduite incidentelle-accidentelle des vidanges pour la piscine BR dans les cas particuliers où on est en situation de déchargement du combustible ou rechargement avec donc la communication entre la piscine du bâtiment réacteur et la piscine du bâtiment combustible. Une question. Vous pouvez peut-être donner les valeurs thermiques, les puissances thermiques pour les gens qui sont là, qui connaissent, non pas les valeurs qu'un réacteur a en marche normal, et combien il y a une fois qu'on a arrêté la puissance, et combien on va dégager après qui sera ici. Parce que je pense qu'il y a des gens qui... On n'entend pas du tout la question. Comment Oui, dans Rosette, j'étais exploitant la centrale de Belleville, donc les valeurs, je les connais à peu près. Mais c'est juste pour rappeler à nos collègues la puissance thermique du réacteur en marche, 1300-900. Ensuite, une fois qu'on a arrêté, combien il y a juste après l'arrêt, et combien une fois que c'est dans la piscine, la puissance qu'on doit enlever. Parce que les gens, on parle d'ébullition, mais que les gens, ils voient à peu près ce que ça peut donner. Moi, je connais les valeurs, mais c'est pour mes copains. Oui, tout à fait. Donc en fonctionnement à pleine puissance, donc, on est à 3800 MW. Quand les grappes de commande chutent, donc il y a cette puissance qui diminue drastiquement et très rapidement. En revanche, donc, elle diminue très rapidement, et puis après, il reste quand même une certaine puissance à évacuer. Donc on diminue assez rapidement à largement inférieur à 10% de puissance, et puis après on décroît en fin de compte beaucoup plus tranquillement en fait. 300, et puis après assez rapidement, au bout de quelques heures, on peut se retrouver à 5-6%, et puis pour le déchargement en piscine. Et les valeurs, j'ai en tête 10 MW
D'un cœur, alors c'est pour 10 un cœur, mégawatts une au piscine. maximum quand on a déchargé un cœur complet. Juste au moment où Mais on en décharge moyenne, complètement. dans une piscine, on est plutôt aux alentours, quand le cœur est Ah oui. chargé, vis-à-vis des assemblages, eux, qui sont usés et qui restent en piscine, Quelques mégawatts. on est plutôt en moyenne, en règle générale, aux alentours de 2-3 mégawatts mégawatts. en fait en piscine. Mais c'est quand même une puissance qui est notable et qu'il faut évacuer en permanence. Tout à fait. L'ordre de grandeur que moi j'aime bien, c'est que la puissance d'un TGV, un TGV quand même, c'est quand même moi j'avais l'ordre de grandeur d'une dizaine de mégawatts, donc voilà, donc l'ordre de grandeur quand même, on voit que c'est quand même de la puissance à évacuer. Et c'est quoi les gadgets phares Parce que moi je suis fan de la farm et j'aimerais bien que vous rappeliez tous les gadgets dont ils disposent pour Les gadgets protéger. farm. Pas de manière générale. Non, mais Celui-ci, pour les celui-ci, vaches, là, celui-ci en ouais. particulier. Donc là, le PTR-bis, là, donc c'est quelque part, ça va être un échangeur mobile, hein, on va dire. C'est un caisson. Non, échangeur OO. Donc en fait, il va y avoir prélèvement d'eau, dans un point d'eau, à côté, à proximité de la centrale, qui va venir refroidir donc cet échangeur mobile, qui lui-même finalement refroidit la piscine. Il vient se plugger sur le PTR, donc sur le système PTR existant, et c'est fait de manière à ce que on puisse venir se plugger sur le PTR, donc à l'extérieur du bâtiment combustible, donc sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment combustible pour faire ces opérations. Ça fonctionne même avec de l'eau de mer. Non, là sur le PTR-bis, non, sur le. Là c'est de. Il y a toujours une source, il y a une source d'eau, claire, enfin d'eau douce à côté. Ok, merci beaucoup. Vas-y, oui, il faut un petit peu reprendre. On prendra les questions après. Je vais passer à la troisième thématique en termes d'enjeux de sûreté, hein, donc c'est le respect des exigences de sûreté. Et donc il faut savoir que on parlait tout à l'heure des critères et des évolutions de critères, et justement pour la prise en compte des évolutions de connaissances, effectivement ça peut conduire à remettre à jour les critères, et je rejoins ce qui a été dit côté EDF, la plupart du temps c'est des critères qui sont plus contraignants. Et donc typiquement, il y a eu une mise à jour des critères pour la tenue de la première barrière, la gaine de combustible, hein. Donc il y a eu pas mal d'échanges qui ont eu lieu entre 2014 et 2017 sur le sujet. Là, ici, il y a une référence de l'avis un petit peu final sur le sujet, hein, si vous voulez aller voir. Et idem, côté piscine, je te laisse ça. Mais donc, de la même manière, on a mis en référence l'avis sur tes piscines RP4 900, qui a permis d'expertiser effectivement les critères et règles d'études qui sont applicables aux initiateurs que j'évoquais précédemment, qui sont ceux transposés en fait de l'EPR-FA3 et qui vont, dont les études d'accident vont être versées dans le rapport de sûreté désormais. Donc en termes de critères de sûreté, comme précédemment, donc, on vise à ne pas avoir de fusion de combustible, donc ça va passer par l'absence de découvrement, même partiel, des assemblages de combustible usé qui sont entreposés, mais également d'un assemblage en cours de manutention. Dans les études, on va postuler systématiquement un assemblage qui est en cours de manutention au moment où va survenir l'accident, et donc je reviendrai juste après. Ensuite, sur la reprise du refroidissement piscine en boucle fermée, donc à terme, comme dit précédemment, donc ça va passer par arrêt de l'ébullition, de manière à pouvoir refermer l'exutoire du BK, donc du bâtiment combustible, et ainsi mettre fin totale au rejet radioactif qui était limité, mais tant que le BK est ouvert, il y a de la vapeur d'eau qui sort à l'extérieur. En termes de critères fonctionnels, du coup, ça veut dire que pour une fuite ou une brèche sur un circuit quelconque connecté à la piscine, eh bien, on va avoir donc un cas devoir avoir un découvrement du râtelier, donc là où sont entreposés les assemblages,
Ensuite, donc, il va être soit possible d'isoler les vidanges. Donc, je parlais effectivement tout à l'heure des isolements automatiques sur certaines conduites. Donc, le faire avant le découvrement d'un assemblage en cours de manutention, typiquement. Ou pour l'assemblage donc en cours de manutention, il y a également possibilité de le remettre en position sûre avant son découvrement. Ça fait partie des démonstrations. En cas de vidange donc conduisant à la perte de refroidissement de la piscine, le système d'appoint il devra donc éviter le découvrement différé des assemblages combustibles, parce que si on a ébullition, on a perte d'eau progressive, et donc on a absolument besoin d'un système d'appoint tant qu'on n'a pas récupéré justement un refroidissement en boucle fermée, soit par réparation du système PTR, soit par livraison du PTR bis par la farm. Et donc pour reprendre ensuite le refroidissement en boucle fermée, il est nécessaire que ce système d'appoint il puisse remonter le niveau d'eau au-dessus de la ligne d'aspiration pour reprendre le refroidissement. Donc là, on vous a parlé des critères de sûreté et en termes d'objectifs, d'une manière générale, sur les études d'accident et donc les conséquences associées, donc ce qu'on appelle les conséquences radiologiques. L'idée est d'essayer d'appliquer en fait les nouveaux référentiels avec l'objectif, in fine, de tendre vers des niveaux de conséquences radiologiques pour l'ensemble de ces études d'accident qui ne nécessiteraient pas, en fait, si jamais ils survenaient, de mise en œuvre de mesures de protection de la population. Ça, c'est l'objectif qui est fixé. Alors, on vous a parlé de tous les enjeux associés aux études d'accident. Donc maintenant, on va passer un petit peu à ce qu'on expertise sur toutes ces études d'accident. Donc, il y a une notion qui est importante à comprendre là pour ce qu'on appelle la démonstration de sûreté, où il y a toutes les études d'accident. C'est que la démonstration de sûreté est découpée en domaines. Et tout à l'heure, vous avez entendu parler de domaines de dimensionnement et de domaines complémentaires. Donc, ce sont les deux premiers grands domaines, entre guillemets, de la démonstration de sûreté. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu en quelques mots ce que ça veut dire, parce qu'on entend parler de temps en temps de cette notion. Donc le domaine de dimensionnement, en fait, ce sont toutes les situations, études d'accidents, qui avaient été prises en compte dès la conception. Des accidents, entre guillemets, dits hypothétiques, pour essayer de dimensionner, en fin de compte, les différents systèmes. Et pour les concevoir, en fait, il y a eu un certain nombre de règles et de critères, entre guillemets, prudents qui ont été retenus, c'est-à-dire incluant des marges pour concevoir, en fait, tous les systèmes. Donc ça, c'était à la conception, c'est le domaine de dimensionnement. Et en fin de compte, au fur et à mesure, cette liste de situations a été complétée par ce qu'on appelle un domaine complémentaire. Donc en fait, ce sont des situations supplémentaires qui maintenant sont étudiées. Et ces situations ont été mises en avant grâce à ce qu'on appelle les études probabilistes de sûreté. Donc en fait, l'avantage de ces études probabilistes, c'est que ça va essayer de balayer l'ensemble des systèmes et de réfléchir finalement, de postuler n'importe quelle défaillance et finalement derrière d'essayer d'estimer la probabilité d'une part de cette séquence et d'autre part d'essayer d'évaluer les conséquences de cette séquence. Et in fine, on essaye d'identifier finalement les endroits où il faut essayer d'améliorer les choses et de mettre en place ce qu'on appelle des dispositions complémentaires. Donc ça vient compléter finalement la liste des situations initialement étudiées. C'est pour ça qu'on appelle ça complémentaire. Donc ça, c'est les deux grands domaines. Et autrement, en fait, on trouve après un certain nombre de domaines d'études supplémentaires qui ont été rajoutés, qui sont spécifiques aussi. Donc tout ce qui est en lien avec le référentiel criticité, il y a un certain nombre d'études qui sont en lien directement avec ces aspects-là de criticité. Des études spécifiques de tenue d'enceinte où on calcule en fonction, quand on a un accident, il y a comme une brèche primaire par exemple, une brèche sur le circuit primaire, ça va conduire à des rejets dans l'enceinte, ça va faire monter en pression et en température en fait cette enceinte, et on s'assure en fin de compte que les pressions et températures permettent finalement de vérifier la tenue de l'enceinte en conditions accidentelles. Et enfin, on trouve un certain nombre d'études supplémentaires qu'on appelle des études justificatives particulières, dont on va retrouver dans ce domaine-là
les études piscine, entre guillemets, et un certain nombre d'études de robustesse supplémentaires qui sont au fur et à mesure complétées. Et enfin, la démonstration de sûreté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finit par les conséquences radio. C'est-à-dire, en cas d'accident, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui sort, en fait. Donc voilà les différents thèmes. Mes 2 prochains slides, c'est donc un slide sur le domaine de dimensionnement, un slide sur le domaine complémentaire, et puis après, il y aura un slide sur la piscine. Donc sur le domaine de dimensionnement, quel est notre objectif? C'est, notamment côté expertise, c'est de s'assurer du bon dimensionnement des systèmes de surveillance, de protection et de sauvegarde, ainsi que les procédures de conduite, notamment qui vont intégrer toutes les modifications qui ont été prévues, comme l'introduction de nouveaux types de combustibles. Et là, en fait, vous retrouvez un petit peu l'ensemble des typologies d'accidents qu'on étudie dans ce cadre-là. Et la première chose qu'on fait en termes d'expertise, c'est on regarde les hypothèses associées en fait, à l'analyse de ces études d'accident. De même, côté domaine complémentaire, d'une part, c'est de s'assurer, l'objectif, c'est de s'assurer de la suffisance de la liste, première étape. Et deuxième étape, c'est de s'assurer qu'on a bien mis en place toutes les dispositions complémentaires nécessaires. Et donc, un peu à la même image que tout à l'heure, ce sont un peu les typologies d'accidents complémentaires qui sont étudiées, les grandes typologies. Bien sûr, derrière, il y a plein de scénarios différents, mais voilà les typologies d'accidents qui sont étudiées. Et idem, on regarde en premier lieu les hypothèses associées à ces différents scénarios. Et donc, focus sur le dernier thème baptisé là, donc, le thème des études piscine. Alors avec des grands objectifs, on revient toujours aux objectifs de sûreté, mais donc là, c'est de vérifier qu'on a bien défini, l'exploitant a bien défini et dimensionné toutes les dispositions permettant de rendre extrêmement improbable le risque de fusion de combustible dans le BK, d'être capable de, dans toutes les situations traitées, de restaurer un moyen de refroidissement efficace. Et ça pour tous les initiateurs qui auront été identifiés. Donc ici, un droit de se représenter par des bulles, finalement ce que vient de présenter Franck, mais donc vu du côté de la piscine, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir des études de domaine complémentaire, les études dites PCC-EPR, donc c'est les transposés des transitoires qui sont étudiés sur le PR, donc qui sont étudiés là avec les règles, les mêmes règles que celles du domaine de dimensionnement côté réacteur, avec des règles quasiment identiques. Toutes les études donc, des agressions, les EPS, donc tout ça, c'est finalement le thème études piscine et le programme de travail du coup d'EDF et nous d'expertise derrière associés. Donc il va y avoir comme grands enjeux donc d'identifier en fait tous les scénarios qui peuvent mener à la fusion d'un assemblage combustible dans le BK ou le BR. Et notamment donc, en PR aussi, donc c'est en arrêt pour rechargement. On va identifier donc les événements initiateurs BKBR, les défaillances multiples, agressions, et couvrir également la manutention de combustible. Le gros morceau donc, pour ce réexamen RP4, c'est les études dites PCC-BK, donc avec justement cette volonté d'amener les études piscine au niveau des études du domaine de dimensionnement en termes de dimensionnement, enfin de dispositions permettant de limiter les conséquences des accidents. Ensuite, on a un autre pôle donc, qui est plus particulier sur les états d'arrêt, donc avec les situations où les deux piscines sont en communication, et ce que je vous présentais précédemment, donc la conduite très particulière des vidanges dans ces états-là, les états en arrêt pour rechargement, donc qui pourraient être causés par une brèche ou sur un circuit connecté à la piscine BR. Et enfin, donc la justification, le dernier grand pôle, qui est en bas, le retour à l'absence d'ébullition, qui est un des enjeux du réexamen. Bon, donc on a pratiquement terminé. Il reste juste un slide. Je sais que c'est la fin de la journée, donc
Surtout qu'en plus c'est sur un domaine un peu particulier. Donc c'est juste le calendrier de l'expertise. Donc il faut savoir qu'on a engagé un certain nombre d'expertises sur 2021-2022 pour préparer finalement les expertises des études à proprement parler. Donc c'est une phase préalable. Donc on a analysé un certain nombre de dossiers de ce qu'on appelle validation des logiciels de calcul, puisque les études d'accident par définition font appel à des logiciels de calcul. Et ben, il faut avoir confiance dans ces résultats. Et pour avoir confiance dans ces résultats, c'est ce qu'on appelle la validation. C'est-à-dire qu'on confronte les résultats des calculs à des résultats expérimentaux et on voit ce que ça donne. Donc il faut être sûr que ces calculs, en effet, ces logiciels sont bien validés. On a analysé aussi un certain nombre de ce qu'on appelle méthodes d'études d'accident. Donc une méthode, c'est je prends mon logiciel, j'ai des hypothèses et tout, mais je dois vérifier un critère de sûreté. C'est comment je vais adapter mon logiciel et quelles sont les pénalités, parce qu'il faut garder toujours en tête qu'on veut faire une démonstration de sûreté qui est enveloppe, pénalisante. Et donc en fait, sur certaines hypothèses, on va appliquer des pénalités, on va appliquer des conservatismes. Et donc en fait, quand on analyse ce qu'on appelle les méthodes d'études d'accident, on essaye d'analyser justement la suffisance des pénalités qui sont appliquées. Par moment, on peut être amené à demander des pénalités supplémentaires, notamment quand on considère qu'il y a certains points des logiciels de calcul où en fait on ne calcule pas forcément bien. Donc en fait, on dit, ben là, en termes de validation, votre logiciel, il y a un défaut à cet endroit-là. Ben, en fin de compte, on estime que dans la méthode, il faudrait rajouter une pénalité pour pouvoir couvrir le fait que le logiciel, dans certaines configurations, ne donne pas forcément de bons résultats, ou en tout cas, on n'a pas forcément confiance sur les résultats. On a analysé aussi un certain nombre d'anomalies d'études. Donc il y a certaines études, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être affectées d'erreurs. On a commencé à analyser pas mal les hypothèses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la première étape où on analyse les hypothèses des différentes études. Et là, donc, il y a aussi, il y a eu tout le cadrage en fait du programme de travail des études piscines, ce que je vous ai représenté, donc de manière à remplir les mêmes objectifs finalement que ce qui a été eu à la conclusion des RP4 900. En fait, c'est vraiment ça, l'atterrissage final, c'est d'être au même niveau RP4 1300, RP4 900, en tenant compte des spécificités 1300. Et la suite de notre programme de travail. Et on a encore pas mal de boulot sur le sujet. Donc au fur et à mesure, EDF nous alimente en termes d'études d'accident. On reçoit au fur et à mesure toutes les études d'accident. Et donc quand on les reçoit, on fait ce qu'on appelle, nous, de notre côté, une analyse préalable. On essaye de vraiment sentir l'enjeu associé à chacune de ces études, d'essayer de regarder les points qu'on va creuser, qu'on va regarder. Et ça nous permet finalement d'essayer de mettre les moyens là où il faut et de prioriser en fin de compte les instructions, parce que c'est quand même très, très conséquent comme volume d'études. Et il faut essayer de bien regarder les endroits où on estime nécessaire de regarder. Puis après, on démarre tout un cycle d'échanges avec l'exploitant, donc par le jeu de questions-réponses, c'est le truc standard de nos expertises, questions-réponses, de réunions. On peut à la fin être amené à formuler des projets de recommandation qui sont discutés dans ce qu'on appelle des réunions préparatoires. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de comment le processus se déroule. Donc on a à la fin en fait ce qu'on appelle une réunion préparatoire où on présente nos conclusions, nos pré-conclusions entre guillemets, qui sont discutées avec l'exploitant. Et suite à ça, l'exploitant peut être amené à se dire effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça arrive. Et l'exploitant prend ce qu'on appelle des engagements, ils vont faire ce qui est demandé. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, dans tous les cas, le travail, aussi bien la partie dossier EDF que la partie expertise, va être présenté devant le groupe permanent. Et ça va avoir lieu fin 2024 où il y aura la présentation du dossier global sur les études d'accident côté d'EDF qui va être présenté et les conclusions de notre propre expertise et les projets les recommandations que nous proposons. Voilà. Merci. On a terminé.